Ce soir, nous allons suivre le voyage de l'objet le plus lointain jamais créé par l'être humain. Voyager 1. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, Voyager 1 fonce à travers l'espace interstellaire à plus de 61 000 km par heure, à plus de 24 milliards de kilomètres de la Terre. Elle voyage depuis plus de 48 ans et elle ne s'arrête pas. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Voyager 1 est en train de mourir lentement, inévitablement. Son énergie s'épuise. Ses systèmes s'éteignent les uns après les autres. Et un jour, très bientôt, elle se taira pour toujours. À la fin de ce voyage, vous comprendrez exactement jusqu'où cette sonde peut aller avant de tomber en panne. Ce qui se passera quand elle s'éteindra définitivement. Et où elle se trouvera dans des milliards d'années, longtemps après que l'humanité elle-même aura peut-être disparu. Commençons par comprendre ce qu'est vraiment Voyager 1. Parce qu'il ne s'agit pas d'un simple engin spatial dérivant dans le vide. C'est une capsule temporelle, une ambassadrice, l'une des réalisations les plus remarquables de l'humanité. Tout cela dans une machine à peu près de la taille d'une petite voiture. Voyager 1 a été lancé le 5 septembre 1977 depuis la base de Cap Canaveral, en Floride. Elle pesait environ 720 kg au décollage. Elle avait été construite pour accomplir quelque chose qui n'avait jamais été fait: visiter les planètes extérieures de notre système solaire. La sonde avait été conçue en profitant d'un alignement planétaire exceptionnel qui ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Cet alignement permettait à Voyager d'utiliser une technique appelée assistance gravitationnelle. La sonde passerait à proximité d'une planète et utiliserait la gravité de celle-ci comme une fronde pour se projeter vers la suivante. Sans cet alignement, la mission aurait été impossible avec la technologie disponible à l'époque. Le voyage aurait pris des décennies supplémentaires et aurait nécessité bien plus de carburant qu'aucun engin spatial n'aurait pu en emporter. La mission principale de Voyager 1 était d'étudier Jupiter et Saturne, leurs lunes, leurs anneaux et leurs champs magnétiques. Elle s'en est brillamment acquittée, renvoyant des milliers d'images et de mesures scientifiques qui ont complètement transformé notre compréhension du système solaire extérieur. Mais après Saturne, quelque chose d'inattendu s'est produit. La mission ne s'est pas terminée. Voyager 1 a continué et la NASA a continué à l'écouter. Ce qui devait être une mission de 5 ans est devenu un voyage de 48 ans et le compte continue. Aujourd'hui, Voyager 1 détient le record de l'objet d'origine humaine le plus éloigné de la Terre. Elle envoie encore des données, mais ces données mettent plus de 21 heures à nous parvenir, voyageant à la vitesse de la lumière à travers le vide immense de l'espace interstellaire. Pour comprendre jusqu'où Voyager peut aller avant de mourir, il faut comprendre ce qui la maintient en vie. Et la réponse est à la fois élégante et terriblement simple. Voyager 1 est alimenté par la chaleur, plus précisément par ce qu'on appelle un générateur thermoélectrique à radioisotope, ou RTG. Un RTG n'est pas une batterie au sens classique du terme. Il ne stocke pas de l'énergie qu'on y aurait mise. Il produit de l'électricité à partir de la chaleur dégagée par la désintégration radioactive. Cela peut sembler dangereux, mais c'est en réalité l'une des sources d'énergie les plus sûres et les plus fiables jamais développées pour l'exploration spatiale. À bord de Voyager 1, 3 RTG contiennent chacun des pastilles de plutonium 238. Chaque RTG a à peu près la taille d'une petite poubelle de cuisine, et ils sont montés sur un bras qui s'étend à l'écart du corps principal de la sonde. Cet éloignement protège les instruments scientifiques sensibles, car la désintégration radioactive produit également une faible quantité de rayonnement qui pourrait perturber les mesures. Le plutonium 238 est radioactif. Lorsqu'il se désintègre, il libère de la chaleur, sous forme de particules alpha, c'est-à-dire des noyaux d'hélium composés de 2 protons et 2 neutrons. Ces particules ne parcourent pas beaucoup de chemin avant d'être absorbées par le matériau environnant. Et lorsqu'elles le sont,
leur énergie cinétique est convertie en chaleur. Cette chaleur est ensuite convertie en électricité à l'aide de thermocouples, des dispositifs qui génèrent une tension lorsqu'un côté est chaud et l'autre froid. Ce principe repose sur l'effet Seebeck, découvert dans les années 1820 par le physicien allemand Thomas Johann Seebeck. Lorsque deux métaux différents sont reliés dans un circuit et qu'on chauffe une jonction en maintenant l'autre froide, un courant électrique se crée. La différence de température pousse les électrons à circuler du côté chaud vers le côté froid, créant ainsi une tension. Les thermocouples de Voyager utilisent des matériaux semi-conducteurs plutôt que de simples métaux, parce que les semi-conducteurs sont plus efficaces pour convertir la chaleur en électricité. Mais le principe reste le même. Chaud d'un côté, froid de l'autre, et on obtient de l'énergie. C'est un système d'une remarquable simplicité, sans pièces mobiles, sans réaction chimique susceptible de s'épuiser, sans panneaux solaires risquant d'être couverts de poussière ou endommagés par les radiations. Juste de la chaleur, des thermocouples et de l'électricité. La beauté de ce système réside dans sa fiabilité. Aucun moteur ne peut se gripper, aucun engrenage ne peut s'user, aucune batterie ne peut se dégrader au fil des cycles de charge et décharge. Tant que le plutonium se désintègre, ce qu'il fera pendant des milliers d'années encore, les RTG produisent de la chaleur. Et tant qu'il y a une différence de température entre le côté chaud et le côté froid, ce qui est le cas dans le vide glacial de l'espace, les thermocouples produisent de l'électricité. Le système est passif, fiable et prévisible. Les ingénieurs qui ont conçu Voyager savaient exactement quelle quantité d'énergie les RTG produiraient au lancement, et ils pouvaient calculer précisément comment cette puissance diminuerait au fil du temps en fonction de la demi-vie du plutonium. 238. Cette prévisibilité a été cruciale pour la planification de la mission. La NASA a toujours su que la puissance de Voyager diminuerait, et elle s'y est préparée dès le départ. L'alternative aurait été les panneaux solaires, mais ils ne fonctionnent pas bien dans le système solaire extérieur. La lumière du Soleil s'affaiblit à mesure qu'on s'en éloigne. À la distance de la Terre, l'ensoleillement représente environ 1368 watts par mètre carré. À la distance de Jupiter, environ 5 fois plus loin du Soleil, cela tombe à seulement 50 watts par mètre carré. À la distance de Saturne, c'est à peine 15 watts. Et à la distance de Neptune, moins de 2 watts par mètre carré. Pour alimenter Voyager avec des panneaux solaires aux confins du système solaire, il en faudrait de la taille d'un terrain de tennis, et il deviendrait inutile dès que la sonde sortirait du système solaire. Une fois dans l'espace interstellaire, les RTG étaient le seul choix pratique. Ils fonctionnent partout, quelle que soit la distance au Soleil, que la sonde soit en pleine lumière ou dans l'ombre. Ils continuent simplement à produire de l'énergie, année après année, décennie après décennie. L'Agence spatiale soviétique a utilisé des RTG de façon intensive sur ses missions lunaires. La France et ses partenaires européens ont contribué à des missions qui en dépendaient. Les États-Unis les ont utilisés sur les atterrisseurs Viking pour Mars, les sondes Pioneer, la mission Cassini vers Saturne, la mission New Horizons vers Pluton et les rovers martiens Curiosity et Perseverance. Les RTG sont une technologie éprouvée et ils n'ont jamais failli dans l'espace. Chaque RTG envoyé dans l'espace a fonctionné exactement comme prévu. Quand Voyager 1 a décollé en 1977, ces 3 RTG produisaient environ 470 watts d'électricité. C'est à peu près la même quantité d'énergie que 5 vieilles ampoules à incandescence. Ce n'est pas grand-chose, mais c'était suffisant pour faire fonctionner tous les systèmes de la sonde. Ses ordinateurs, ses instruments, son émetteur radio. Pour avoir une idée, votre smartphone consomme environ 5 à 10 watts quand vous l'utilisez activement. Votre ordinateur portable consomme entre 30 et 60 watts. Un ordinateur de bureau en utilise entre 200 et 300. Voyager devait faire fonctionner un engin spatial entier avec de multiples instruments scientifiques, un ordinateur, un système de contrôle d'orientation,
un émetteur radio puissant enough pour envoyer des signaux sur des milliards de kilomètres, tout avec moins de puissance qu'il n'en faut pour faire tourner un ordinateur de bureau moderne. L'ingénierie nécessaire pour y parvenir est stupéfiante. Chaque composant devait être conçu pour une efficacité extrême. Chaque watt devait être soigneusement budgétisé. Il n'y avait aucune marge pour le gaspillage. Mais voilà le problème. Le plutonium-238 se désintègre avec le temps. Sa demi-vie est d'environ 87,7 ans, ce qui signifie que tous les 87,7 ans, la moitié des atomes de plutonium se sont désintégrés en d'autres éléments. Après 87,7 ans, les RTG de Voyager produiraient la moitié de leur puissance initiale. Après 175,4 ans, un quart, et ainsi de suite. La puissance diminue de façon exponentielle. Ce n'est pas un déclin linéaire. Les RTG ne perdent pas la même quantité d'énergie chaque année. Ils perdent un pourcentage de leur puissance actuelle, et le taux de déclin lui-même ralentit au fil du temps, parce qu'il y a de moins en moins de plutonium à désintégrer. Voyager 1 n'est dans l'espace que depuis 48 ans environ, bien loin des 87,7 ans d'une demi-vie. Mais la puissance a quand même considérablement diminué. Actuellement, les RTG de Voyager produisent environ 220 watts, moins de la moitié de ce qu'ils produisaient au lancement. De 470 watts à 220 watts en 48 ans. Et ce chiffre baisse d'environ 4 watts chaque année. Chaque année, Voyager devient un peu plus faible. Chaque année, elle dispose d'un peu moins d'énergie pour fonctionner. Et chaque année, la NASA doit prendre des décisions de plus en plus difficiles. Quels systèmes garder en marche, lesquels éteindre, parce que la sonde a besoin d'un minimum d'énergie pour fonctionner et elle s'en approche dangereusement. La question n'est pas de savoir si Voyager va manquer d'énergie, c'est de savoir quand. Et la réponse, selon les projections actuelles, est quelque part au milieu ou à la fin des années 2030. D'ici là, les RTG produiront si peu d'énergie que même les systèmes les plus essentiels ne pourront plus fonctionner. L'émetteur radio, qui consomme actuellement environ 28 watts, ne disposera plus de suffisamment d'énergie pour fonctionner. L'ordinateur, qui gère tous les systèmes de la sonde, s'arrêtera. Le système de contrôle d'orientation, qui maintient Voyager pointé vers la Terre pour pouvoir transmettre des données, cessera de fonctionner. Un à un, tout s'éteindra. Lorsque la puissance tombera en dessous d'un seuil critique estimé à environ 60 à 70 watts au total, la sonde sera pour ainsi dire morte sur le plan opérationnel. Elle produira encore un peu d'énergie, mais pas assez pour faire quoi que ce soit d'utile. Les RTG continueront à se désintégrer, à produire de la chaleur, à générer de minuscules quantités d'électricité, mais ce ne sera pas suffisant pour faire fonctionner un seul système. Voyager sera une épave dérivant dans l'espace, avec des équipements de génération d'énergie qui ne serviront plus à rien. La diminution de la puissance n'est pas le seul problème auquel Voyager est confronté. Il y a aussi la dégradation. Voyager est dans l'espace depuis près d'un demi-siècle. Elle a été exposée au rayonnement cosmique, à des variations de température extrêmes, à des micrométéorites et au vide de l'espace. Tout cela laisse des traces. La sonde subit des variations de température qui détruiraient la plupart des équipements électroniques. Quand elle est en pleine lumière solaire, certaines parties peuvent atteindre des températures bien supérieures au point d'ébullition de l'eau. Dans l'obscurité, la température peut chuter à quelques degrés seulement du zéro absolu, soit moins 273 degrés Celsius. Ces cycles thermiques provoquent la dilatation et la contraction des matériaux, créant des contraintes sur les joints, les soudures et les connexions électroniques. Sur 48 ans, ces cycles s'accumulent. Des joints de soudure peuvent se fissurer. Des connexions électriques peuvent s'affaiblir. Des pièces mécaniques peuvent développer de minuscules fractures. Les rayonnements cosmiques constituent un autre problème majeur. Dans l'espace interstellaire, Voyager est constamment bombardé par des particules de haute énergie.
Ces particules proviennent d'explosions de supernovas, du Soleil, d'autres étoiles et même de l'extérieur de notre galaxie. Lorsqu'une particule de haute énergie frappe un composant électronique, elle peut inverser des bits dans la mémoire de l'ordinateur, provoquer des dysfonctionnements dans les circuits ou même endommager définitivement des jonctions semi-conductrices. On appelle cela une perturbation par événement unique, et c'est une menace constante pour l'électronique des sondes spatiales. L'ordinateur de voyageurs a subi d'innombrables perturbations de ce type au fil des années. La plupart sont temporaires. L'ordinateur détecte l'erreur et la corrige. Mais certaines causent des dommages permanents, dégradant les performances des circuits au fil du temps. Les thermocouples qui convertissent la chaleur en électricité se sont également dégradés. Ils sont moins efficaces aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 1977. Cela signifie que même si les RTG produisaient la même quantité de chaleur, ils généreraient moins d'électricité parce que le processus de conversion est moins efficace. La dégradation des thermocouples est en réalité un facteur plus important dans la perte de puissance de voyager que la désintégration du plutonium. À 48 ans dans la mission, la dégradation des thermocouples représente environ la moitié de la perte de puissance. L'autre moitié est due à la désintégration radioactive du plutonium-238. Ce n'était pas totalement inattendu. Les ingénieurs savaient que les thermocouples se dégraderaient dans l'environnement spatial. Ils ne savaient tout simplement pas à quelle vitesse, ni dans quelle mesure, parce qu'aucun engin spatial n'avait jamais fonctionné aussi longtemps dans les profondeurs de l'espace. Voyager teste littéralement les limites de ce qui est possible avec la technologie des années 1970. L'ordinateur de bord de Voyager dispose de 64 kilooctets de mémoire. 64 000 octets, pas des mégaoctets ni des gigaoctets. Pour comparaison, une seule photo haute résolution prise avec un smartphone moderne est plus grande que la capacité mémoire totale de Voyager. Le processeur de l'ordinateur tourne à une vitesse d'horloge d'environ 250 kHz. Un processeur de smartphone moderne tourne à des vitesses mesurées en gigahertz, des millions de fois plus rapides. Et pourtant, ce minuscule ordinateur lent gère les systèmes de Voyager depuis 48 ans. Il contrôle l'orientation de la sonde, gère les instruments scientifiques, s'occupe de la compression et du stockage des données et communique avec la Terre. Tout cela avec 64 kilooctets de mémoire et un processeur qui tourne moins vite qu'une calculatrice des années 1980. Certains de ces composants ont eu des pannes au fil des années. D'autres sont au bord de la défaillance, et il n'y a aucun moyen de les réparer. Aucun astronaute ne peut voler jusqu'à Voyager pour remplacer un circuit défectueux. Aucun technicien ne peut changer un thermocouple dégradé. Quand quelque chose tombe en panne, ça reste en panne. Le système de contrôle d'orientation de la sonde, qui maintient Voyager dans la bonne direction, repose sur des propulseurs qui brûlent de l'hydrazine. L'hydrazine est un composé chimique qui s'enflamme au contact d'un catalyseur. Pas besoin d'étincelles ni de système d'allumage. Il suffit de mettre le carburant en contact avec le catalyseur et la combustion se produit. Cela rend les propulseurs à hydrazine extrêmement fiables, ce qui explique pourquoi ils ont été utilisés sur presque tous les engins spatiaux jamais construits. Voyager possède 16 petits propulseurs répartis autour de son corps. Ils servent à faire pivoter la sonde pour pointer l'antenne vers la Terre et à effectuer de petits ajustements de trajectoire. Ces propulseurs vieillissent eux aussi. Ils ne répondent plus aussi bien qu'avant, et les conduites de carburant se sont dégradées, causant des obstructions et réduisant leur efficacité. Les conduites sont faites d'un type de caoutchouc qui reste flexible à des températures extrêmement basses. Mais après 48 ans dans l'espace, ce caoutchouc est devenu cassant et fissuré. Certaines conduites ont développé de minuscules fuites. D'autres se sont partiellement bouchées avec des résidus du carburant. Ce qui signifie que lorsque l'ordinateur de Voyager envoie une commande pour allumer un propulseur, la réponse n'est plus aussi rapide ni aussi précise qu'avant. En 2017,
la NASA a décidé de passer des propulseurs principaux de contrôle d'orientation aux propulseurs de correction de trajectoire. Ces propulseurs de secours n'avaient pas été allumés depuis 37 ans, pas depuis le survol de Saturne en novembre 1980. Quand la NASA les a réactivés en 2017, les ingénieurs n'étaient même pas sûrs qu'ils fonctionneraient encore après être restés inactifs pendant près de 4 décennies. Mais ils ont fonctionné. Le 28 novembre 2017, la NASA a envoyé la commande d'allumage des propulseurs de correction de trajectoire. 20 heures plus tard, le signal atteignait Voyager. Les propulseurs se sont allumés. Et 20 heures après cela, le signal de confirmation est arrivé sur Terre. Ça avait marché. Les propulseurs endormis s'étaient réveillés et avaient fonctionné parfaitement. Une réussite remarquable, témoignage de la qualité de l'ingénierie qui avait présidé à la conception de Voyager. Mais même ces propulseurs de secours montrent maintenant des signes d'usure. En 2020, la NASA a remarqué que les propulseurs de correction de trajectoire commençaient à se dégrader, nécessitant plus d'énergie et produisant moins de poussée. Ils ont donc basculé de nouveau vers les propulseurs principaux de contrôle d'orientation qui s'étaient partiellement remis après 3 ans de repos. Ce jeu de gestion des propulseurs est l'un des nombreux défis que la NASA doit relever pour maintenir Voyager en vie. La NASA jongle constamment avec des ressources limitées, essayant d'extraire les dernières performances d'un matériel vieillissant. Et même avec toute cette gestion méticuleuse, ils savent qu'ils livrent une bataille perdue d'avance. L'émetteur radio de la sonde, qui envoie des données à la Terre, s'affaiblit lui aussi. Le signal qui parvient à la Terre depuis Voyager 1 est incroyablement faible. Il est environ 20 milliards de fois moins puissant que l'énergie nécessaire pour faire fonctionner une montre digitale. Pour vous donner une idée, si vous preniez toute l'énergie que l'émetteur de Voyager envoie vers la Terre sur une année entière et que vous collectiez chaque photon arrivant sur notre planète, vous n'auriez à peine assez d'énergie pour chauffer une tasse de café d'un seul degré. Voilà à quel point le signal est faible. Pour détecter ce signal, la NASA utilise d'énormes antennes paraboliques, parmi les plus grandes et les plus sensibles du monde, regroupées au sein du réseau de l'espace profond. Ce réseau comprend 3 installations réparties dans le monde, en Californie aux États-Unis, à Rota en Espagne et à Canberra en Australie. Chaque installation possède plusieurs antennes, la plus grande mesurant 70 mètres de diamètre, l'équivalent d'un immeuble de 20 étages. Ces antennes peuvent détecter des signaux radio si faibles qu'ils sont des milliards de fois moins puissants que le rayonnement de fond du Big Bang qui imprègne tout l'espace. Même avec ces gigantesques paraboles, le signal de Voyager est à peine détectable. Le débit de données a été réduit au fil des années à mesure que le signal s'affaiblissait. Actuellement, Voyager transmet à environ 160 bits par seconde. Pour comparaison, une connexion Internet domestique classique peut télécharger des données à des débits de 100 millions à 1 milliard de bits par seconde. Le débit de Voyager est des centaines de milliers à des millions de fois plus lent. Il faut des heures à voyager pour transmettre ce que votre connexion Internet pourrait recevoir en une fraction de seconde. Mais ces 160 bits par seconde suffisent à envoyer des données scientifiques, des informations sur l'état de santé de la sonde, des mises à jour de statut. C'est un filet d'informations, mais il est précieux. Chaque bit qui parvient sur Terre représente un triomphe sur les distances immenses et la puissance limitée de la sonde. Et à mesure que Voyager s'éloigne et que sa puissance diminue, le signal deviendra encore plus faible. Finalement, il sera trop faible pour être détecté, même avec les équipements les plus sensibles sur Terre. Quand cela se produira, nous perdrons Voyager pour toujours. Pas physiquement, elle sera toujours là-bas, toujours en mouvement, toujours existante, mais nous ne pourrons plus l'entendre. Elle sera passée au-delà de la portée de notre technologie. La NASA gère la puissance décroissante de Voyager depuis des décennies, et elle a fait un travail incroyable pour maintenir la sonde en vie bien plus longtemps que quiconque ne l'espérait. Mais c'est un équilibre constant. Tous les quelques années,
ils doivent éteindre un autre système pour économiser de l'énergie. En 2007, ils ont éteint l'instrument du sous-système plasma, l'un des instruments scientifiques de Voyager utilisé pour étudier les particules chargées dans l'espace. Il avait fonctionné depuis le lancement, mais il fallait le sacrifier pour économiser de l'énergie. En 2008, ils ont éteint l'instrument de radioastronomie planétaire. Cet instrument était conçu pour détecter les émissions radio des planètes comme Jupiter. Il n'était plus nécessaire, parce que Voyager avait laissé les planètes loin derrière elles. En 2016, ils ont dû prendre une autre décision difficile, éteindre l'un des chauffages qui maintenait les instruments à des températures fonctionnelles. C'était risqué parce que les instruments n'avaient jamais été conçus pour fonctionner à de si basses températures. Mais ça a fonctionné. En 2019, ils ont éteint un autre chauffage, cette fois pour l'instrument des rayons cosmiques. Là encore, l'instrument a survécu au froid et continué à fonctionner. Chaque arrêt fait gagner à Voyager un peu plus de temps, quelques années supplémentaires de fonctionnement. Mais chaque arrêt signifie aussi moins de données, moins d'instruments, moins de capacité. Voyager se dépouille de ses équipements pièce par pièce, comme un navire qui jette sa cargaison par-dessus bord pour rester à flot un peu plus longtemps. Actuellement, Voyager 1 ne dispose plus que de 4 instruments scientifiques encore en fonctionnement. Le sous-système des rayons cosmiques qui détecte les particules de haute énergie provenant de l'extérieur du système solaire. L'instrument de particules chargées de faible énergie, qui mesure le flux de particules chargées dans l'espace interstellaire. Le magnétomètre, qui mesure les champs magnétiques. Et le sous-système d'ondes plasma, qui détecte les oscillations du plasma et les émissions radio. Ces 4 instruments sont tout ce qui reste de la charge utile scientifique de Voyager. Tout le reste a été éteint pour économiser de l'énergie. Mais même ces 4 instruments ne dureront pas éternellement. La NASA estime qu'elle devra commencer à les éteindre définitivement dans les prochaines années. Vers 2028 ou 2032, Voyager aura probablement perdu tous ses instruments scientifiques. Elle pourra encore transmettre un signal porteur, une simple tonalité radio qui dit « Je suis encore là ». Mais elle ne pourra plus envoyer de données scientifiques. Et vers 2036, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, selon la façon dont ils pourront gérer efficacement l'énergie restante, Voyager 1 se taira complètement. Elle manquera d'énergie. Les RTG produiront encore de la chaleur, mais pas assez pour générer l'électricité nécessaire au fonctionnement des systèmes les plus basiques. L'émetteur radio s'arrêtera. Les ordinateurs cesseront de fonctionner. La sonde s'éteindra et l'humanité perdra le contact avec Voyager 1 pour toujours. Alors, jusqu'où Voyager 1 peut-elle voyager avant de mourir? Tout dépend de ce que l'on entend par mourir. Si l'on parle du moment où elle cessera d'envoyer des données scientifiques, cela se produira probablement dans les prochaines années, vers 2029 à 2032. À ce stade, Voyager sera à environ 24 à 25 milliards de kilomètres de la Terre. Si l'on parle du moment où elle cessera de transmettre tout signal, y compris une simple tonalité porteuse, cela se produira vers 2036, à quelques années près. À ce stade, Voyager sera à environ 27 à 29 milliards de kilomètres de la Terre. Voilà la distance qu'elle parcourra avant de mourir vraiment. Mais le fait que Voyager cesse de transmettre ne signifie pas qu'elle cesse de bouger. La sonde continuera à voyager dans l'espace pendant des milliards d'années. Elle se déplace à environ 61 000 km/h par rapport au Soleil. Cela ne paraît peut-être pas très rapide comparé à la vitesse de la lumière, qui est d'environ 1 milliard de km/h. Mais c'est incroyablement rapide à l'échelle humaine. Un avion commercial de ligne croise à environ 900 km/h. Voyager se déplace environ 67 fois plus vite que cela, et elle ne ralentit pas. Il n'y a pas de résistance de l'air dans l'espace, pas de friction pour la freiner. Une fois qu'un objet est en mouvement dans le vide de l'espace, il continuera à se déplacer à la même vitesse indéfiniment, sauf si quelque chose agit sur lui. Et dans l'espace interstellaire,
Il n'y a presque rien pour agir sur Voyager. Il y a l'attraction gravitationnelle incroyablement faible des étoiles lointaines, mais elle est si minime qu'elle n'affecte à peine la trajectoire de la sonde. Il y a le milieu interstellaire, le mince gaz et la poussière qui existent entre les étoiles. Mais il est si diffus, moins d'un atome par centimètre cube en moyenne, qu'il ne crée pratiquement aucune traînée. Voyager continuera à se déplacer à 61 000 km par heure pendant des milliers, des millions, des milliards d'années. Elle survivra au Soleil. Notre étoile a encore environ 5 milliards d'années devant elle, avant d'épuiser son combustible en hydrogène et de commencer à se dilater en géante rouge. Quand cela se produira, elle engloutira Mercure, Vénus et peut-être la Terre. Mais Voyager sera loin depuis longtemps, bien au-delà de la portée de l'expansion de l'étoile mourante. Elle survivra au système solaire. Elle survivra même à la configuration actuelle de la galaxie. La Voie lactée est en route de collision avec la galaxie d'Andromède. Dans environ 4 milliards d'années, les deux galaxies fusionneront pour créer une nouvelle structure plus grande. Les étoiles et les nuages de gaz seront redistribués, les orbites changeront. Mais Voyager continuera son voyage à travers whatever cette nouvelle structure émergente deviendra. À moins d'une collision incroyablement improbable avec une étoile ou un autre objet, Voyager dérivera dans l'espace essentiellement pour toujours. Dans des milliards d'années, quand l'humanité aura depuis longtemps disparu, quand la Terre sera un rocher froid et mort, quand le Soleil sera une naine blanche qui s'estompe, Voyager sera toujours là-bas. Un minuscule artefact silencieux d'une civilisation qui regardait les étoiles et se demandait ce qu'il y avait là-haut. L'un des aspects les plus fascinants du voyage de Voyager est sa trajectoire. Où va-t-elle exactement? Voyager 1 n'est pas dirigée vers une étoile particulière. Elle se déplace dans une direction approximativement vers la constellation d'Ophiuchus, le porteur de serpents, l'une des 13 constellations qui se trouvent le long de l'écliptique, le chemin que le Soleil semble suivre dans le ciel au cours de 10 000 ans Centennial. L'année, Ophiuchus est coincé entre le Scorpion et le Sagittaire, et malgré sa position sur l'écliptique, ce n'est pas l'une des 12 constellations traditionnelles du zodiaque. Cela s'explique par le fait que le zodiaque a été défini il y a des milliers d'années, quand la précession de l'axe de la Terre était différente. Ce qui importe pour nous, c'est que Voyager se dirige dans cette direction, vers une partie du ciel relativement banale du point de vue terrestre. Il n'y a pas d'étoile brillante dans cette direction vers laquelle Voyager serait dirigé, pas de destination exotique choisie par les planificateurs de mission. Voyager se déplace simplement dans la direction dans laquelle elle a été projetée par son survol de Saturne en novembre 1980. Après être passée près de Saturne, la trajectoire de la sonde a été déterminée par l'interaction gravitationnelle avec la planète. La gravité de Saturne a poussé Voyager 1 vers le haut par rapport au plan du système solaire et l'a propulsé dans l'espace interstellaire à un angle d'environ 35 degrés au-dessus de l'écliptique. Cette trajectoire est permanente. Il n'y a rien là-dehors pour la modifier. Voyager continuera à se déplacer dans essentiellement la même direction pendant des millions d'années. Dans environ 40 000 ans, elle passera à environ 1,6 années-lumière d'une étoile appelée Gliese 445, aussi connue sous le nom de AC plus 79 3888. C'est une étoile naine rouge, beaucoup plus petite et plus sombre que notre Soleil, avec une masse d'environ 0,16 fois celle du Soleil. Elle se trouve actuellement à environ 17,1 années-lumière de la Terre, et elle se déplace dans l'espace à environ 75 km par seconde par rapport au Soleil. Ce mouvement l'amènera plus près du chemin de Voyager, et dans 40 000 ans, les deux atteindront leur approche la plus proche. 1,6 années-lumière est relativement proche à l'échelle cosmique, bien que représentant encore une distance énorme. 1,6 années-lumière correspond à environ 15 000 milliards de kilomètres. Pour situer cela, si vous pouviez réduire cette distance de telle sorte qu'un centimètre représente un kilomètre,
1,6 années-lumière s'étirerait sur une distance plus grande que la circonférence de la Terre. Voyager passera devant cette étoile à une distance bien trop grande pour être affectée par sa gravité et continuera sa route. L'étoile elle-même est si sombre que même si Voyager disposait encore de caméras fonctionnelles, ce qui n'est plus le cas, Gliese 445 ne serait qu'un autre point de lumière dans le ciel. Peut-être légèrement plus brillant que les étoiles de fond, mais pas spectaculairement. Les naines rouges sont le type d'étoile le plus courant dans la galaxie, représentant environ 70 à 80% de toutes les étoiles. Mais elles sont aussi les plus sombres. C'est pourquoi aucune d'elles n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. Proxima Centauri, l'étoile la plus proche du Soleil, est une naine rouge et elle est trop faible pour être vue sans télescope, même si elle n'est qu'à 4,24 années-lumière de nous. Gliese 445 est encore plus sombre et plus éloignée. Après avoir dépassé Gliese 445, Voyager continuera à travers la galaxie pendant des millions et des millions d'années, sans jamais s'approcher particulièrement d'une autre étoile. La prochaine rencontre proche n'aura pas lieu avant des centaines de milliers ou des millions d'années. L'espace est simplement trop vaste. Les distances entre les étoiles sont si énormes que les rencontres aléatoires sont extraordinairement rares. Pensons aux échelles en jeu. La distance moyenne entre les étoiles dans notre région de la galaxie est d'environ 4 à 5 années-lumière, soit environ 40 000 milliards de kilomètres. Si vous imaginez les étoiles comme des grains de sable, l'espacement moyen entre eux serait d'environ 100 kilomètres. Maintenant, imaginez lancer un seul grain de sable au hasard dans cet espace et demandez-vous quelles sont les chances qu'il touche un autre grain de sable. La réponse est effectivement 0. Vous pourriez lancer des trillions de grains de sable sans jamais rien toucher. Voilà la situation de Voyager. Il y a une légère chance que Voyager passe à travers un nuage moléculaire, une région dense de gaz et de poussière où de nouvelles étoiles se forment. Les nuages moléculaires sont immenses, parfois des centaines d'années-lumière de diamètre, et ils contiennent assez de matière pour former des milliers ou des millions d'étoiles. Si Voyager en traverse un, elle connaîtrait une légère traînée due au gaz et à la poussière. Pas assez pour la ralentir de façon notable, mais assez pour qu'on puisse détecter une toute petite décélération si on mesurait sa vitesse avec précision. La densité d'un nuage moléculaire est encore incroyablement basse selon les standards terrestres. Les parties les plus denses pourraient avoir 10 000 à 1 million de particules par centimètre cube. Cela semble beaucoup, mais pour comparaison, l'air que vous respirez en ce moment contient environ 25 millions de milliards de particules par centimètre cube. Un nuage moléculaire est environ 1 billion de milliards de fois moins dense que l'air. Donc même si Voyager en traverse un, la traînée serait minime. Le destin le plus probable pour Voyager est de dériver dans l'espace pour toujours, ou du moins pendant de nombreux milliards d'années, jusqu'à ce que finalement les matériaux dont elle est faite commencent à se dégrader sous l'effet des rayonnements cosmiques et des effets quantiques. Cela nous amène à une question profonde. Que se passe-t-il avec la matière sur des échelles de temps extrêmement longues? Nous savons que la matière est composée d'atomes et que les atomes sont faits de protons, de neutrons et d'électrons. Les protons et les neutrons sont faits de quarks maintenus ensemble par la force nucléaire forte. La question est, les protons sont-ils stables pour toujours ou se désintègrent-ils éventuellement? Les limites expérimentales actuelles suggèrent que si les protons se désintègrent, leur demi-vie est d'au moins 10 puissance 34 ans. C'est un 1 suivi de 34 zéros. Pour comparaison, l'âge actuel de l'univers est d'environ 13,8 milliards d'années. La désintégration du proton, si elle se produit, survient sur des échelles de temps des billions de fois supérieures à l'âge actuel de l'univers. Si les protons se désintègrent effectivement avec une demi-vie de 10 puissance 34 ans, alors après 10 puissance 34 ans, la moitié des protons de Voyager se seront désintégrés. Après 2 fois ce chiffre, la moitié des protons restants se seront désintégrés et ainsi de suite. Finalement,
Après de nombreuses demi-vies, essentiellement tous les protons de Voyager se seront désintégrés en particules plus légères et en rayonnement. À ce moment-là, Voyager cessera vraiment d'exister en tant qu'objet physique. Elle se sera désintégrée au niveau atomique, sa matière convertie en photons et peut-être en particules exotiques, comme des neutrinos ou d'autres résidus quantiques. Mais c'est tellement loin dans le futur que cela n'a presque aucun sens d'y penser. Pour toute fin pratique, pour des échelles de temps que nous pouvons réellement appréhender, Voyager existera pour toujours. Dans 1 milliard d'années, Voyager sera toujours là-bas, silencieuse et sombre, mais physiquement intacte. Dans 10 milliards d'années, longtemps après que le Soleil sera mort et devenu une naine blanche, Voyager dérivera encore. Dans 100 milliards d'années, quand la plupart des étoiles de la galaxie se seront éteintes et que la Voie lactée aura fusionné avec Andromède et d'autres galaxies voisines, Voyager sera toujours là. C'est un monument à l'espèce qu'il a construite, un artefact physique qui survivra non seulement à l'humanité, mais à notre planète entière, à notre étoile et peut-être à notre galaxie telle que nous la connaissons. Et elle emporte le disque d'or, ce disque de cuivre recouvert d'or de 30 cm de diamètre, contenant des sons et des images de la Terre. Le disque lui-même devrait rester lisible pendant des centaines de millions d'années au minimum, peut-être des milliards d'années. L'or ne se corrode pas dans le vide de l'espace. Les informations qui y sont encodées sont analogiques, gravées dans la surface sous forme de sillons physiques. Tant que la structure physique du disque reste intacte, les informations peuvent être récupérées. Les rayonnements cosmiques dégraderont finalement la surface, créant des piqûres et des éraflures qui pourraient rendre certaines parties du disque illisibles. Mais ce processus est lent, se produisant sur des échelles de temps de millions ou de milliards d'années. Quiconque trouve ce disque, que ce soit dans 1000 ans ou dans 1 milliard d'années, pourra décoder les images et les sons et en apprendre davantage sur une planète appelée Terre et sur l'espèce qui l'habitait. Ils entendront des voix humaines parlant des dizaines de langues. Ils entendront de la musique issue de cultures réparties à travers le monde. Ils verront des images de nos villes, de nos familles, de notre monde. Ils sauront que nous avons existé. Ils sauront que nous nous interrogions sur le cosmos. Et ils sauront que nous avons osé tendre la main pour envoyer un message à travers le vide, dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, le recevrait. C'est l'héritage de Voyager. Pas les découvertes scientifiques, aussi importantes soient-elles, pas l'exploit technologique, aussi impressionnant soit-il, mais le simple fait que nous ayons essayé. Nous avons construit une machine, l'avons mise sur une fusée et l'avons envoyée vers les étoiles. Nous avons joint un message disant « Nous étions là. Voilà qui nous étions. Souviens-toi de nous. » Et ce message survivra à tout ce que nous avons jamais fait. Parlons de ce que Voyager transporte, parce que cet engin spatial n'est pas seulement un instrument scientifique, c'est aussi un message. Fixé à Voyager 1 et à sa jumelle, Voyager 2, se trouve un disque d'or. Le disque d'or de Voyager est un disque de cuivre recouvert d'or de 30 cm de diamètre, contenant des sons et des images sélectionnés pour représenter la diversité de la vie et de la culture sur Terre. Il a été réalisé par un comité présidé par Carl Sagan, le célèbre astronome et communicateur scientifique. Sagan a réuni une équipe qui comprenait Frank Drake, l'astronome qui a développé l'équation de Drake pour estimer le nombre de civilisations intelligentes dans la galaxie. Anne Druyan, écrivaine et productrice qui est ensuite devenue la femme de Sagan. Timothy Ferris, écrivain scientifique et cinéaste. John Lomberg, artiste spécialisé dans l'art astronomique, et plusieurs autres scientifiques, artistes et musiciens. Ensemble, ils avaient à la tâche redoutable de sélectionner des sons et des images qui représenteraient toute l'humanité à un public potentiellement extraterrestre. Comment choisir quoi inclure quand vous n'avez de la place que pour 116 images et environ 90 minutes d'audio? Quels morceaux de musique représentent la culture humaine? Quels sons capturent l'essence de la Terre?
Quelles images montrent à quoi ressemble la vie sur notre planète? Le comité a débattu pendant des mois. Chaque choix était une déchirure, parce que chaque inclusion signifiait que quelque chose d'autre devait être laissé de côté. Le disque comprend des salutations en 55 langues différentes, du sumérien ancien au chinois moderne. Les salutations sont simples, généralement juste bonjour, ou paix, ou salutations de la part des habitants de la Terre. Mais les entendre toutes ensemble est émouvant. Il y a quelque chose de profond dans l'entente de voix parlant des langues de tous les coins du globe, toutes unies dans l'acte de tendre la main vers l'inconnu. La première salutation sur le disque est en sumérien, l'une des plus anciennes langues écrites connues de l'humanité. La dernière salutation est en Wu, un dialecte chinois. Entre les deux, il y a des salutations en des langues allant de l'arabe au zoulou, du russe au hindi, du français au japonais. Le français est donc présent sur ce disque, trace d'une civilisation qui, depuis Paris jusqu'aux confins de la francophonie, a regardé les étoiles avec curiosité. Le disque comprend des sons de la nature comme le tonnerre, les vagues, les appels d'oiseaux et le chant des baleines. Il y a le son du vent, de la pluie, du ressac sur une plage. Il y a le crépitement d'un feu, les stridulations des grillons la nuit, les chants des oiseaux au petit matin. Ces sons naturels sont destinés à transmettre à quoi ressemble la Terre, l'environnement sonore d'une planète vivante. Il y a aussi des sons humains, des pas, des rires, un bébé qui pleure, un baiser. Le son d'un cœur humain bat pendant plusieurs secondes, un thump-thump rythmique qui est universel pour tous les humains, quelle que soit leur culture ou leur langue. Le disque inclut de la musique du monde entier, de Beethoven à Chuck Berry, de la musique traditionnelle japonaise aux percussions africaines. La sélection musicale était particulièrement controversée. Comment représenter toute la réalisation musicale humaine avec seulement 90 minutes d'audio? Le comité a choisi des pièces qu'il estimait représentatives de la diversité et de la profondeur de l'expression musicale humaine. Il y a le concerto brandebourgeois numéro 2 de Bach, un chef-d'œuvre de la musique baroque du début du XVIIIe siècle. Il y a la 5e symphonie de Beethoven, l'une des pièces de musique classique les plus célèbres jamais écrites. Il y a l'air de la Reine de la Nuit du Magic Flute de Mozart, mettant en valeur la portée et l'habileté incroyable de la voix humaine. Mais il y a aussi Johnny B. Good de Chuck Berry, un morceau de rock and roll de 1958. Il y a Dark Was the Night, Cold Was the Ground de Blind Willie Johnson, un blues de 1927 qui exprime une émotion profonde avec seulement une guitare et une voix. Il y a de la musique traditionnelle de Java, du Pérou, du Sénégal, de Bulgarie, d'Inde et de nombreuses autres cultures. Le disque comprend également 116 images encodées sous forme analogique. Ces images ont été encodées sous forme de signaux audio qui peuvent être décodés et affichés sous forme d'images si les extraterrestres comprennent le schéma d'encodage. Les images montrent tout, des diagrammes mathématiques aux photographies d'humains, d'animaux, de paysages et de bâtiments. Il y a des diagrammes montrant la structure de l'ADN, des images de cellules en division, des images de l'anatomie humaine, des images de famille, des images de personnes de différentes cultures portant des vêtements différents, engagées dans différentes activités. Il y a des images de villes et de bâtiments montrant à quoi ressemble la civilisation humaine, la Grande Muraille de Chine, le Taj Mahal, des villes modernes avec leurs gratte-ciel, des images de la nature, des forêts et des océans et des montagnes et des déserts, des images d'animaux, un aigle en vol, un dauphin bondissant hors de l'eau, un éléphant, un gorille. L'une des images les plus singulières est l'enregistrement de l'activité cérébrale d'Anne Druyan. Le comité voulait inclure une représentation de la pensée et de la conscience humaine sur le disque. Ils ont envisagé d'inclure des enregistrements d'ondes cérébrales, les signaux électriques produits par les neurones du cerveau humain. Druyan s'est porté volontaire pour faire enregistrer son activité cérébrale
pendant 1 heure, tandis qu'elle méditait sur divers sujets: l'histoire de la Terre, l'évolution de la vie, les sociétés humaines, les mathématiques, le fait de tomber amoureux. L'enregistrement a été réalisé le 1er juin 1977, quelques semaines seulement avant le lancement de Voyager. Drouyan a décrit plus tard cela comme l'une des expériences les plus significatives de sa vie, sachant que ses pensées à ce moment-là seraient encodées sur un disque qui survivrait à la Terre elle-même. L'enregistrement de ces ondes cérébrales est sur le disque d'or, une représentation directe de la conscience humaine dans toute sa complexité. Qu'une civilisation extraterrestre puisse jamais le décoder et le comprendre est une autre question, mais il est là, néanmoins. Un enregistrement d'un esprit humain pensant à l'univers et à sa place dans celui-ci. L'idée est que si Voyager est un jour trouvé par une civilisation extraterrestre intelligente, elle pourrait décoder le disque et en apprendre davantage sur les personnes qui l'ont construit. Des instructions sont même gravées sur la couverture du disque, montrant comment le lire et d'où il vient. La couverture montre un diagramme de notre système solaire, avec la trajectoire que Voyager a empruntée en passant par les planètes extérieures. Ce diagramme indique à quiconque le trouve d'où vient l'engin spatial et le chemin qu'il a emprunté pour arriver là où il est. La couverture montre également la position du Soleil par rapport à 14 pulsars, des étoiles à neutrons en rotation rapide qui émettent des faisceaux de rayonnement comme des phares cosmiques. Chaque pulsar tourne à une fréquence spécifique mesurée en millisecondes, et ces fréquences sont uniques. Ce sont comme des codes-barres cosmiques qui peuvent être utilisés pour identifier une position et une époque. Le diagramme montre des lignes rayonnant à partir du Soleil, chacune pointant vers un pulsar spécifique. La longueur de chaque ligne représente la distance à ce pulsar, et il y a un nombre binaire à côté de chaque ligne indiquant la période de rotation du pulsar. Toute civilisation suffisamment avancée pourrait utiliser cette carte pour localiser le système solaire. Il y a cependant un inconvénient. Les pulsars ralentissent au fil du temps à mesure qu'ils perdent de l'énergie rotationnelle. Leur période augmente graduellement. Donc, la carte des pulsars ne sera précise que pendant une certaine période, probablement quelques millions d'années. Après cela, les périodes des pulsars auront suffisamment changé pour que la carte devienne ambiguë. Ce fait révèle quelque chose d'intéressant. Si une civilisation extraterrestre trouve Voyager et utilise la carte des pulsars pour localiser son origine, elle peut également calculer approximativement quand l'engin spatial a été lancé, en se basant sur les périodes des pulsars encodées sur la carte et leurs périodes mesurées actuelles. C'est comme un horodatage encodé dans la structure de la galaxie elle-même. Bien sûr, les chances que Voyager soit jamais trouvé sont infiniment faibles. L'engin spatial est minuscule, à peu près de la taille d'une petite voiture, et l'espace est incroyablement vaste. Il faudrait un incroyable coup de chance pour qu'une civilisation extraterrestre tombe dessus. Mais ce n'est pas vraiment le point. Le disque d'or n'est pas principalement destiné aux extraterrestres. Il est pour nous. C'est une déclaration sur qui nous sommes, ce que nous valorisons et ce que nous espérons laisser derrière nous. C'est un message dans une bouteille lancé dans l'océan cosmique, davantage un acte d'espoir et de défi qu'une tentative pratique de communication. Carl Sagan a dit quelque chose de magnifique à ce sujet. L'acte de lancer cette bouteille dans l'océan cosmique dit quelque chose de très plein d'espoir sur la vie sur cette planète. Cet espoir est encodé dans chaque sillon du disque d'or. L'espoir que nous ne sommes pas seuls, que quelqu'un puisse trouver cet artefact, que quelque chose de l'humanité survive même après notre disparition. C'est une déclaration que nous avons existé, que nous avons créé de l'art et de la musique et de la science, que nous avons regardé les étoiles et nous sommes demandé ce qui s'y trouvait, et que nous avons eu le courage et l'ambition d'envoyer une partie de nous-mêmes dans l'inconnu. Le voyage de Voyager nous a appris une quantité énorme de choses sur le système solaire extérieur et l'espace interstellaire. Quand Voyager 1 a survolé Jupiter en 1979, elle a découvert des volcans actifs sur Io,
l'une des lunes de Jupiter. C'était la première fois que du volcanisme actif était observé ailleurs que sur Terre. Cela a complètement changé notre compréhension de la façon dont les lunes peuvent être géologiquement actives. La découverte s'est produite presque par accident. Linda Morabito, une ingénieure en navigation au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, examinait des images d'Io pour aider à déterminer la position exacte de Voyager. Elle a remarqué quelque chose d'étrange dans l'une des images. Un grand nuage en forme de parapluie s'étendant depuis le limbe d'Io, le bord de la Lune, tel que vu depuis Voyager. D'abord, elle a pensé que c'était peut-être une autre lune en arrière-plan, mais la position ne correspondait à aucune lune connue. Après une analyse minutieuse, l'équipe a réalisé qu'elle regardait une éruption volcanique, un énorme panache de matière éjecté depuis la surface d'Io. Le panache montait à une hauteur d'environ 300 km au-dessus de la surface d'Io. Pour comparaison, le Mont Blanc mesure environ 4800 mètres. Ce panache volcanique montait 60 fois plus haut que le plus haut sommet des Alpes. Io est le corps le plus volcaniquement actif de tout le système solaire, avec des centaines de volcans en éruption couvrant sa surface. Certains de ces volcans produisent des coulées de lave longues de centaines de kilomètres. D'autres créent de vastes lacs de soufre en fusion, qui changent de couleur en refroidissant, créant un patchwork de jaune, d'orange et de rouge à travers la surface d'Io. Cette activité est entraînée par le chauffage par marée. La gravité immense de Jupiter, combinée au tiraillement gravitationnel d'Europe et de Ganymède, deux autres grandes lunes, compriment et étirent constamment l'intérieur d'Io, générant de la chaleur par frottement. Imaginez plier un fil de fer en arrière et en avant à plusieurs reprises. Le fil chauffe à l'endroit où vous le pliez parce que le mouvement crée de la friction au niveau moléculaire. C'est essentiellement ce qui se passe avec Io, sauf à une échelle planétaire. Le volcan le plus puissant de la Terre en termes de puissance thermique totale est le Kilauea à Hawaï. En éruption active, il libère environ 30 à 40 MW d'énergie thermique. Les volcans les plus puissants d'Io libèrent une énergie mesurée en centaines de milliers de mégawatts, des ordres de grandeur au-dessus de tout ce qu'il y a sur notre planète. Voyager a également découvert que la grande tache rouge de Jupiter, une tempête plus grande que la Terre observée depuis des siècles, est incroyablement complexe. La grande tache rouge a été découverte pour la première fois dans les années 1600, peut-être par Giovanni Cassini en 1665. Elle est observée en continu depuis au moins 1830, ce qui signifie que cette tempête fait rage depuis au moins 200 ans, et peut-être beaucoup plus longtemps. Les images envoyées par Voyager ont montré des motifs nuageux complexes, des vortex tourbillonnants et des flux turbulents qui n'avaient jamais été vus auparavant. La tempête tourne dans le sens anti-horaire, effectuant une rotation complète tous les 6 jours terrestres. Les vitesses des vents au bord de la tempête atteignent jusqu'à 430 km/h. La tempête est si grande que vous pourriez y mettre 2 ou 3 terres, et elle s'étend profondément dans l'atmosphère de Jupiter. Mais pourquoi cette tempête dure-t-elle depuis des siècles, alors que les tempêtes sur Terre se dissipent après quelques semaines? La réponse a à voir avec la structure et l'atmosphère de Jupiter. Jupiter n'a pas de surface solide comme la Terre. C'est une géante gazeuse composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Quand des tempêtes se forment sur Terre, elles finissent par frapper la Terre ou des eaux froides et perdre leur énergie, ce qui les fait se dissiper. Sur Jupiter, il n'y a pas de Terre à frapper. L'atmosphère devient simplement de plus en plus dense à mesure qu'on descend en profondeur. Cela permet aux tempêtes comme la grande tache rouge de persister pendant des périodes extraordinairement longues. Voyager 1 a également découvert que Jupiter possède un système d'anneaux. Avant Voyager, Saturne était la seule planète connue à avoir des anneaux. Les anneaux de Jupiter sont beaucoup plus faibles et moins proéminents que ceux de Saturne, ce qui explique pourquoi ils n'avaient pas été découverts depuis la Terre. Ils sont composés principalement de poussière, de minuscules particules soulevées
depuis les petites lunes intérieures de Jupiter par des impacts de micrométéorites. À Saturne, Voyager 1 a envoyé les premières images détaillées des anneaux de la planète. Les scientifiques avaient eu connaissance des anneaux de Saturne depuis les années 1600, quand Galilée les a observés pour la première fois avec son télescope. Mais Voyager a révélé que les anneaux sont bien plus complexes que quiconque ne l'imaginait. Ce que Galilée, avec son télescope rudimentaire, avait observé sans en comprendre la nature, Voyager l'a dévoilé dans toute sa splendeur. Au lieu de quelques anneaux larges, il y a des milliers de ringlets individuels, certains tressés ensemble, certains avec des lacunes creusées par de petites lunes, certains avec des ondes et des rides causées par des interactions gravitationnelles. Les anneaux sont constitués principalement de glace d'eau, avec des tailles allant de minuscules particules de poussière à des rochers de plusieurs mètres. La glace est remarquablement pure, ce qui explique pourquoi les anneaux de Saturne sont si brillants et réfléchissants. Ils reflètent environ 60 à 70% de la lumière solaire qui les frappe, ce qui les fait apparaître d'un blanc brillant quand on les observe depuis la Terre. Les anneaux sont aussi incroyablement minces. Ils s'étendent sur environ 280 000 km depuis le centre de Saturne jusqu'au bord extérieur du système d'anneaux principal, mais ils n'ont en moyenne que 10 mètres d'épaisseur. Pour situer cela, si vous faisiez une maquette des anneaux de Saturne avec les mêmes proportions en utilisant un disque de la taille d'un terrain de football, le disque aurait à peu près l'épaisseur d'une feuille de papier. L'une des découvertes les plus surprenantes à Saturne fut la complexité de la lune Titan. Titan est la plus grande lune de Saturne, plus grande que la planète Mercure. C'est la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère épaisse, plus dense même que celle de la Terre. L'atmosphère de Titan est environ 1,5 fois aussi dense que celle de la Terre au niveau de la mer. Elle est composée principalement d'azote, tout comme l'atmosphère terrestre, mais avec environ 5% de méthane et des traces d'autres hydrocarbures. Le méthane dans l'atmosphère de Titan est particulièrement intéressant parce que le méthane se décompose rapidement lorsqu'il est exposé à la lumière solaire. Cela signifie qu'il doit y avoir un processus le réapprovisionnant en permanence, sinon il aurait disparu depuis longtemps. Les scientifiques pensent que Titan pourrait avoir des volcans à méthane, des structures qui projettent du méthane liquide depuis le sous-sol, comme les volcans d'eau sur Terre. Mais l'atmosphère de Titan est si épaisse et brumeuse que Voyager ne pouvait pas voir à travers jusqu'à la surface. Ce n'est que lors de la mission Cassini en 2004, qui emportait des caméras infrarouges et des radars, que les scientifiques ont pu percer la brume et voir la surface de Titan. Ce qu'ils ont trouvé était stupéfiant. Un monde avec des lacs et des rivières et de la pluie, mais fait de méthane et d'éthane liquide plutôt que d'eau. Titan est le seul endroit du système solaire autre que la Terre où nous savons qu'il existe des plans de liquide stables à la surface. La sonde Huygens, construite par l'Agence spatiale européenne et portée par la mission Cassini, a effectivement atterri à la surface de Titan en janvier 2005, devenant le premier et unique engin spatial à atterrir dans le système solaire externe. Les images et les données qu'elle a envoyées pendant ces brèves 2 heures d'opération à la surface montraient un paysage de galets arrondis de glace d'eau reposant dans un sol humide fait de sable hydrocarboné. C'était un site d'atterrissage qui ressemblait étrangement à un lit de rivière asséché sur Terre, mais avec une chimie et des températures complètement différentes. Après avoir quitté Saturne, Voyager 1 a continué à envoyer des données sur le vent solaire, le flux de particules chargées s'écoulant depuis le Soleil. Le vent solaire est essentiellement l'atmosphère externe du Soleil qui se dilate dans l'espace. La couronne solaire, la couche la plus externe de l'atmosphère du Soleil, est si chaude que la gravité du Soleil ne peut pas la retenir. Les températures dans la couronne atteignent environ 1 à 2 millions de degrés Celsius. À ces températures, les atomes se déplacent si vite qu'ils peuvent complètement échapper à la gravité du Soleil. Ils se répandent vers l'extérieur dans l'espace à des vitesses d'environ 400 à 750 km par seconde,
emportant avec eux le champ magnétique du Soleil. Cela crée une bulle autour du système solaire appelée l'héliosphère. À l'intérieur de cette bulle, le vent solaire domine. À l'extérieur, le milieu interstellaire prend le relais. Cette région frontalière s'appelle l'héliogène. C'est là où le vent solaire, qui voyageait vers l'extérieur à des vitesses supersoniques, rencontre soudainement la pression du milieu interstellaire et ralentit jusqu'à des vitesses subsoniques. Quand un fluide ou un gaz passe du supersonique au subsonique, il crée une onde de choc. C'est ce qui s'est passé pour Voyager en décembre 2004 quand elle a traversé le choc de terminaison, le point où le vent solaire devient subsonique. Puis, en août 2012, Voyager 1 a traversé l'héliopause et pénétré dans l'espace interstellaire. Ce fut un moment historique. Pour la première fois, un objet d'origine humaine avait quitté le système solaire au sens où il avait franchi la frontière où l'influence du Soleil cède la place à l'influence de la galaxie. La traversée n'a pas été aussi dramatique que le choc de terminaison. Il n'y a pas eu de saut soudain dans les mesures. Au lieu de cela, sur une période d'environ un jour, Voyager a observé une diminution progressive des particules du vent solaire et une augmentation correspondante des rayons cosmiques galactiques. Les particules du vent solaire, qui avaient été la composante dominante du plasma autour de Voyager, ont pratiquement disparu. En même temps, l'intensité des rayons cosmiques a augmenté d'environ 9%. Ces rayons cosmiques, des particules de haute énergie provenant de l'extérieur du système solaire, avaient été partiellement bloqués par le vent solaire et le champ magnétique. Une fois que Voyager a pénétré dans l'espace interstellaire, elle était entièrement exposée à eux. Les données que Voyager a envoyées depuis l'espace interstellaire ont été fascinantes. Elles ont montré que le milieu interstellaire est rempli d'ondes plasma à basse fréquence, des ondulations dans les particules chargées qui remplissent l'espace entre les étoiles. Ces ondes plasma sont analogues aux vagues de l'océan, mais à la place des molécules d'eau, ce sont des oscillations dans un gaz ionisé, des électrons et des ions se déplaçant collectivement en réponse à des forces électromagnétiques. Les ondes ont des fréquences mesurées en kHz, bien en dessous de ce que l'oreille humaine peut entendre. Mais quand elles sont converties en audio et accélérées, elles créent des sons étranges de sifflement et de bourdonnement. La NASA a effectivement publié des enregistrements audio de ces ondes plasma et ils sont fascinants à écouter. Ils sonnent comme des effets sonores de science-fiction. Des tonalités oscillantes qui montent et descendent, parfois ponctuées de soudaines rafales de bruits parasites. Mais ce ne sont pas des sons artificiels. Ce sont de véritables enregistrements de l'environnement électromagnétique dans l'espace interstellaire, traduits en fréquences audio que les humains peuvent percevoir. Nous vivons dans ce qu'on appelle le nuage interstellaire local, une région de l'espace légèrement plus dense et légèrement plus chaude que la moyenne. Ce nuage fait environ 30 années-lumière de diamètre, et le système solaire se trouve à l'intérieur depuis les 40 000 à 50 000 dernières années. Il continuera à le traverser pendant encore quelques milliers d'années avant d'émerger dans une région différente, avec des propriétés différentes. Voyager a également détecté des rayons cosmiques, des particules de haute énergie provenant de l'extérieur du système solaire. Ces rayons cosmiques sont des objets fascinants. Ce ne sont pas des rayons du tout, malgré leur nom. Ce sont des particules, principalement des protons, mais aussi des noyaux atomiques plus lourds comme l'hélium, le carbone et le fer. Ils voyagent dans l'espace à presque la vitesse de la lumière, portant d'énormes quantités d'énergie. D'où viennent ces rayons cosmiques? Les moins énergétiques sont produits par le Soleil, surtout lors des éruptions solaires. Mais les rayons cosmiques de haute énergie que Voyager détecte dans l'espace interstellaire proviennent d'événements bien plus violents. La plupart sont produits par des explosions de supernovas, les morts catastrophiques d'étoiles massives. Quand une étoile explose, elle libère en quelques secondes plus d'énergie que le Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Cette énergie accélère des particules à des vitesses relativistes, créant des rayons cosmiques. Les mesures de Voyager des rayons cosmiques dans l'espace interstellaire aident les scientifiques
à comprendre comment ces particules voyagent dans la galaxie et comment le champ magnétique du Soleil protège le système solaire interne de ces particules. Les données montrent que l'intensité des rayons cosmiques dans l'espace interstellaire est environ 3 à 4 fois plus élevée qu'elle ne l'est dans le système solaire interne. Cela signifie que l'héliosphère fait un travail assez bon pour dévier les rayons cosmiques, mais pas parfait. Certains passent quand même, et ils peuvent poser un risque de radiation pour les astronautes lors de missions de longue durée. Si des humains voyagent un jour vers Mars ou au-delà, les radiations des rayons cosmiques seront l'un des principaux défis à surmonter. Toutes ces données ont aidé les scientifiques à comprendre la nature de l'espace entre les étoiles. Une région que nous ne pouvons étudier directement qu'en envoyant des sondes là-bas. Et Voyager a été le seul engin spatial à l'avoir fait jusqu'à présent. Voyager 2 a pénétré dans l'espace interstellaire en novembre 2018, environ 6 ans après Voyager 1. Elle emprunte une trajectoire légèrement différente à travers l'héliosphère et ses instruments ont mesuré certaines choses que Voyager 1 ne pouvait pas, parce que certains instruments avaient déjà été éteints sur Voyager 1 au moment où elle a traversé l'héliopause. Ensemble, les deux sondes Voyager nous donnent une image tridimensionnelle de la frontière entre le système solaire et l'espace interstellaire. Au-delà des découvertes scientifiques, le voyage de Voyager à travers l'espace interstellaire a une signification plus profonde. Il représente le premier pas de l'humanité au-delà du système solaire. La première fois que nous avons envoyé quelque chose vers les étoiles, c'est un tout petit pas, à peine au-delà de la porte. Mais c'est un pas néanmoins. Et il ouvre la possibilité, si lointaine soit-elle, qu'un jour nous puissions suivre. Il y a quelque chose de profondément poignant dans le voyage de Voyager. Cet engin spatial, construit par des humains dans les années 1970, avec une technologie qui semble maintenant ancienne, a voyagé plus loin que tout ce que nous ayons jamais fabriqué. Il a quitté le système solaire, traversé l'espace interstellaire et continue sa route. Mais il est en train de mourir. Lentement, silencieusement, inévitablement. Son énergie s'épuise. Un à un, ces systèmes sont mis hors service. Ces instruments se taisent. Et bientôt, il ne lui restera plus aucune énergie du tout. Il dérivera dans l'espace dans une obscurité absolue, son radio silencieux, ses ordinateurs inactifs, sa mission terminée. Mais dans un autre sens, sa mission ne sera jamais terminée. Parce que même après s'être tue, Voyager continuera à exister en tant qu'objet physique. Elle emportera le disque d'or avec elle, témoignage des personnes qui l'ont construite. Elle dérivera à travers la galaxie pendant des milliards d'années, survivant aux civilisations, aux étoiles, aux planètes, peut-être même aux galaxies. C'est un monument à la curiosité et à l'ambition humaine. Nous avons construit cette machine. Nous l'avons lancée dans l'espace et nous l'avons envoyée dans un voyage qui ne finira jamais. Il y a quelque chose de profond là-dedans. Nous sommes mortels. Nos vies sont brèves. Nos civilisations fragiles. Mais nous pouvons créer des choses qui nous survivent. Nous pouvons envoyer des messages vers le futur, des messages qui pourraient être trouvés par quelqu'un ou quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Nous pouvons tendre la main à travers le vide immense de l'espace et du temps et dire « Nous étions là, nous avons existé, nous nous interrogions sur ce qui se trouvait là-dehors. » Et c'est ce que Voyager représente. Ce n'est pas seulement une sonde spatiale, c'est une déclaration, une proclamation que nous sommes une espèce qui regarde les étoiles et pose des questions, que nous sommes curieux, ambitieux, pleins d'espoir, que nous osons explorer l'inconnu, même si nous savons que nous ne verrons jamais la fin du voyage. Revenons aux chiffres, parce que l'échelle du voyage de Voyager est importante à comprendre. En ce moment, Voyager 1 se trouve à environ 24 milliards de kilomètres de la Terre. La lumière provenant de la sonde met environ 21 heures et 30 minutes à nous parvenir. Cela signifie que quand la NASA envoie une commande à Voyager, il faut 21 heures et demie pour que le signal arrive, puis encore 21 heures
pour que la réponse de la sonde revienne sur Terre, soit un total d'environ 43 heures pour une communication aller-retour. Vers 2036, quand on s'attend à ce que Voyager manque d'énergie, elle se trouvera à environ 27 à 29 milliards de kilomètres de la Terre. À ce stade, le temps de transit de la lumière sera d'environ 26 à 27 heures dans chaque sens. Voyager se déplace à environ 61 000 km par heure. C'est rapide, mais ce n'est encore que 0,0057% de la vitesse de la lumière. À cette vitesse, il faudrait à voyager environ 73 000 ans pour parcourir une année-lumière. L'étoile la plus proche, Proxima Centauri, est à 4,24 années-lumière. Il faudrait donc à voyager environ 309 000 ans pour l'atteindre si elle se dirigeait dans cette direction, ce qui n'est pas le cas. Au lieu de cela, Voyager se dirige vers l'étoile Gliese 445, qu'elle dépassera dans environ 40 000 ans. Mais rappelez-vous, à ce moment-là, Voyager sera morte depuis plus de 38 000 ans. Ce sera une épave sombre et silencieuse dérivant dans l'espace. Sa mission depuis longtemps terminée, ses créateurs disparus depuis longtemps. Et pourtant, elle se déplacera encore, portant toujours le disque d'or, existant toujours comme un témoignage physique de l'espèce qui l'a construite. L'une des questions que les gens posent souvent est de savoir si nous pourrions jamais rattraper Voyager. Pourrait-on construire un engin spatial plus rapide et l'envoyer la récupérer? C'est une question qui parle d'une impulsion humaine profonde, le désir de ne pas laisser partir, de récupérer ce que nous avons envoyé dans le vide. Techniquement, oui, nous pourrions construire un engin spatial qui voyage plus vite que Voyager. En fait, nous l'avons déjà fait. La sonde Parker Solar Probe, lancée en 2018, a atteint des vitesses supérieures à 690 000 km par heure alors qu'elle plonge près du Soleil. C'est plus de 10 fois plus rapide que Voyager. Elle atteint ces vitesses en utilisant la gravité du Soleil lors d'une série de survols soigneusement planifiés de Vénus. Mais la vitesse par rapport au Soleil n'est pas la même chose que la vitesse dans l'espace interstellaire. La Parker Solar Probe utilise la gravité du Soleil pour accélérer. Si vous vouliez envoyer une sonde rattraper Voyager, vous devriez l'accélérer dans la direction opposée, loin du Soleil. Et c'est bien plus difficile. Vous auriez besoin d'énormes quantités de carburant ou d'un système de propulsion avancé. La propulsion ionique fonctionne en accélérant des ions, des particules chargées, à des vitesses extrêmement élevées à l'aide de champs électriques. Elle produit très peu de poussée comparée aux fusées chimiques, mais elle est incroyablement économe en carburant. Elle peut fonctionner pendant des années, accélérant lentement mais régulièrement l'engin spatial à des vitesses de plus en plus élevées. La propulsion nucléaire pourrait être la solution. Il existe des propositions pour des fusées thermiques nucléaires qui chauffent un propulseur à l'hydrogène à l'aide d'un réacteur nucléaire. Celles-ci pourraient théoriquement atteindre des vitesses d'échappement beaucoup plus élevées que les fusées chimiques, permettant une accélération plus rapide avec moins de carburant. Bien sûr, construire un engin spatial à propulsion nucléaire nécessiterait un investissement énorme, probablement comparable ou supérieur au coût de la mission Voyager originale une fois ajustée pour l'inflation. Et pourquoi? Le temps que nous rattrapions Voyager, elle serait hors service depuis des décennies. La vérité est que nous n'allons pas rattraper Voyager. Nous allons la laisser partir. Et c'est bien comme ça. C'est même beau à sa façon. Voyager n'a jamais été conçu pour revenir. C'était depuis toujours une mission sans retour. L'engin spatial a été conçu pour survoler les planètes extérieures, envoyer des données, puis continuer dans l'espace interstellaire. Il n'y a jamais eu de plan pour la récupérer, jamais d'espoir qu'elle revienne. Dès le début, Voyager était destinée à être notre ambassadrice vers les étoiles, une voyageuse qui ne rentrerait jamais à la maison. Et il y a quelque chose de profond dans cette réalité. Nous avons construit cette machine, nous l'avons envoyée dans le cosmos et nous avons dit au revoir en sachant que nous ne la reverrions jamais. C'est comme un enfant qui grandit et quitte la maison, qui part vivre sa propre vie.
On y investit son amour, ses soins et ses connaissances. On l'envoie en espérant qu'il se débrouillera, et puis on le laisse partir. On ne le suit pas partout où il va. On ne cherche pas à le ramener. On le laisse vivre sa propre vie, faire son propre chemin. C'est ce que nous avons fait avec Voyager. Nous lui avons donné la meilleure technologie dont nous disposions en 1977. Nous l'avons programmé avec des instructions et des protections. Nous l'avons lancé sur une trajectoire qui l'amènerait devant Jupiter et Saturne, puis vers la galaxie. Et ensuite, nous l'avons laissé partir. Nous l'avons suivi aussi longtemps que nous le pouvions, écouté ses signaux, reçu ses données. Mais finalement, les signaux cesseront, l'énergie s'épuisera, et Voyager continuera seul, au-delà de notre portée, au-delà de notre capacité à communiquer ou à la contrôler. Et c'est ainsi que cela devrait être. Parce que le voyage de Voyager ne concerne pas vraiment l'engin spatial lui-même. Il concerne ce que l'engin spatial représente. Il représente notre curiosité, notre désir d'explorer, notre volonté d'investir dans des projets qui ne porteront pas leurs fruits de notre vivant. Il représente notre espoir d'être partie d'une histoire plus grande que nous-mêmes, une histoire cosmique qui s'étend bien au-delà de nos vies individuelles. Les scientifiques et les ingénieurs qui ont construit Voyager savaient qu'ils ne vivraient probablement pas assez longtemps pour voir les derniers moments de la sonde. Ils savaient que Voyager leur survivrait, continuant son voyage longtemps après leur disparition, et ils acceptaient cela. Ils l'ont construite quand même, parce que la mission n'était pas une question de gloire personnelle ou de résultats immédiats. C'était une contribution à la compréhension de l'univers par l'humanité. C'était tendre la main à travers l'espace et le temps pour toucher le cosmos, même si ce n'était que pour un instant. C'est pourquoi nous ne courons pas après Voyager pour la ramener à la maison. Parce que Voyager est chez elle. Pas dans notre foyer, mais dans le sien. La galaxie est là où elle appartient maintenant. C'est une créature de l'espace interstellaire, dérivant entre les étoiles, portant son message de la Terre à quiconque ou quoi que ce soit qui pourrait le trouver dans des milliards d'années. Nous avons fait notre paix avec le départ de Voyager quand nous l'avons lancé en 1977. Et quand elle se taira dans les années 2030, nous ferons également notre paix avec cela. Nous écouterons la dernière transmission, quelle qu'elle soit. Nous regarderons le signal s'affaiblir. Nous lui dirons au revoir une dernière fois et nous nous tournerons vers d'autres missions, d'autres sondes, d'autres façons d'explorer l'univers. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous sommes des explorateurs. Nous envoyons des missions en sachant qu'elles prendront fin. Nous construisons des engins spatiaux qui finiront par tomber en panne. Nous lançons des télescopes qui s'éteindront un jour, puis nous en construisons de nouveaux et recommençons. Chaque mission s'appuie sur la précédente. Chaque engin spatial nous apprend quelque chose qui guide le prochain projet. Chaque découverte ouvre de nouvelles questions qui motivent de nouvelles investigations. Voyager nous a appris à construire des engins qui peuvent survivre pendant des décennies dans les profondeurs de l'espace. Elle nous a appris des choses sur les planètes extérieures et leurs lunes. Elle nous a appris des choses sur la frontière entre le système solaire et l'espace interstellaire. Et toutes ces connaissances ont été intégrées dans des missions plus récentes. New Horizons, qui a survolé Pluton en 2015, a été conçu avec les leçons tirées de Voyager. La mission Cassini vers Saturne, qui a opéré de 2004 à 2017, s'est appuyée sur les découvertes de Voyager. Les futures missions vers le système solaire extérieur et au-delà perpétueront cette tradition. Et quelque part là-dehors, Voyager dérivera, silencieuse et sombre, mais se déplaçant toujours, portant toujours le disque d'or, représentant toujours tout ce que nous espérions réaliser quand nous avons regardé pour la première fois les étoiles et nous sommes demandé ce qui s'y trouvait. C'est le véritable héritage de Voyager. Pas les données qu'elle a collectées, aussi précieuses soient-elles. Pas les images qu'elle a envoyées, aussi belles soient-elles. Mais le fait qu'elle existe du tout. Le fait que nous l'ayons construite et envoyée en route.
Le fait que nous ayons osé nous étendre au-delà de notre planète, au-delà de notre système solaire, et toucher les étoiles, même si ce n'est qu'avec une machine, même si ce n'est que pour quelques décennies d'opérations actives. Nous avons tendu la main, nous avons essayé, nous avons envoyé une partie de nous-mêmes dans le cosmos. Et cette partie est encore là dehors, voyageant encore, portant encore notre message. Et elle le sera toujours. Il y a un autre aspect du voyage de voyager qui mérite d'être considéré. L'impact psychologique. Pour les scientifiques et les ingénieurs qui travaillent sur la mission Voyager, cet engin spatial est plus qu'une machine. C'est une partie de leur vie. Certains d'entre eux travaillent sur Voyager depuis des décennies. Ils l'ont guidé lors de survols planétaires, résolu des problèmes, géré son énergie déclinante et l'ont encouragé à continuer année après année. Quand Voyager se taira finalement, ce sera un moment d'émotion intense pour ces personnes. Ce sera comme dire au revoir à un vieil ami. Pour le reste d'entre nous, le silence de Voyager marquera la fin d'une ère. Ce sera la fin de la seule mission qui ait jamais emmené une sonde au-delà du système solaire et dans l'espace interstellaire. La fin de la seule mission qui nous a envoyé des données d'une région de l'espace que nous ne pouvons pas étudier d'une autre façon. Et ce sera un rappel de nos limites. Nous sommes liés à cette planète, à ce système solaire. Nous pouvons envoyer des machines dans la galaxie, mais nous ne pouvons pas encore les suivre. Peut-être qu'un jour cela changera. Parlons de ce qui arrive à la structure physique de Voyager sur des échelles de temps extrêmement longues. Nous avons établi que Voyager dérivera dans l'espace essentiellement pour toujours. Mais qu'en est-il de l'engin spatial lui-même? Restera-t-il intact ou finira-t-il par se désintégrer? Au cours des prochains milliers d'années, Voyager restera largement inchangé. Les matériaux dont elle est faite, l'aluminium, le titane, l'acier inoxydable, le cuivre, l'or, sont stables dans le vide de l'espace. Il n'y a pas d'oxygène pour provoquer la corrosion, pas d'eau pour provoquer la rouille, pas d'organismes biologiques pour provoquer la décomposition. Dans 10 000 ans, l'engin spatial aura l'air presque exactement pareil à aujourd'hui. Mais sur des échelles de temps plus longues, les choses commencent à changer. Les rayonnements cosmiques, des particules de haute énergie qui traversent la galaxie à presque la vitesse de la lumière, bombarderont graduellement Voyager. Chaque rayon cosmique qui frappe l'engin spatial déposera une petite quantité d'énergie, déplaçant potentiellement des atomes et créant des défauts dans la structure cristalline des matériaux. Sur des millions d'années, ces dommages s'accumuleront. Les métaux deviendront plus fragiles. L'électronique, déjà non fonctionnelle, se dégradera davantage. La surface du disque d'or pourrait devenir grêlée et éraflée, mais l'engin spatial sera encore reconnaissable comme un objet d'origine humaine. Il aura encore sa forme distinctive, son antenne parabolique, ses instruments scientifiques, son disque d'or. Sur des milliards d'années, les dommages continueront à s'accumuler. Éventuellement, peut-être après des dizaines de milliards d'années, l'engin spatial pourrait commencer à se fragmenter. Des pièces pourraient se détacher. La structure pourrait s'effondrer. Mais ce processus sera incroyablement lent. Il n'y a pas de météo dans l'espace, pas de vent ni de pluie pour éroder l'engin, juste le bombardement lent et régulier des rayonnements cosmiques et l'impact occasionnel de micromines. Si la désintégration du proton est réelle, et c'est encore une grande hypothèse, alors sur des échelles de temps de 10 puissance 34 ans ou plus, même les atomes qui composent Voyager se désintégreront en rayonnement. À ce stade, Voyager cessera vraiment d'exister en tant qu'objet physique. Mais c'est tellement loin dans le futur qu'il est presque dénué de sens d'y penser. Il y a quelque chose de presque mythologique dans le voyage de Voyager. Cela rappelle les mythes grecs anciens sur les voyages vers l'inconnu, les grandes traversées d'Ulysse ou les quêtes des Argonautes, ou les sagas nordiques de voyage vers des terres inexplorées. Voyager est notre mythe moderne. C'est l'histoire d'une petite machine construite par des êtres curieux sur une petite planète, envoyée dans l'immensité de l'espace dans un voyage sans fin.
C'est une histoire sur l'exploration, sur le dépassement des limites, sur l'atteinte au-delà de notre portée. Et comme tous les bons mythes, elle a une fin douce amère. Voyager se taira. Sa mission prendra fin, mais son voyage continuera. Et en continuant, elle emportera avec elle les espoirs et les rêves de l'espèce qui l'a construite. Chaque génération a ses moments définissants, ses réalisations qui capturent l'imagination et inspirent les générations futures. Pour la génération qui a construit Voyager, cet engin spatial était l'une de ses réalisations. Il représentait le summum de ce qui était possible avec la technologie de l'époque. Il montrait que les humains pouvaient construire des machines capables de voyager vers les planètes extérieures, de fonctionner pendant des décennies dans l'environnement hostile de l'espace, d'envoyer des données depuis des régions jamais encore explorées. Et il montrait que nous pouvions rêver grand, que nous pouvions regarder les étoiles et dire « Nous voulons y aller, nous voulons voir ce qui s'y trouve, nous voulons tendre la main et toucher le cosmos. » Voyager est la preuve que nous pouvons faire ces choses. Pas facilement, pas à moindre coût, pas rapidement, mais nous pouvons le faire. Nous pouvons construire des machines qui nous survivent. Nous pouvons envoyer des messages qui subsistent longtemps après notre disparition. Nous pouvons laisser une trace dans l'univers. Les scientifiques qui travaillent sur Voyager se préparent déjà à la fin. Ils savent qu'elle arrive. Ils savent que dans les 10 à 15 prochaines années, ils devront éteindre les derniers instruments. Ils savent que dans les 20 prochaines années, ils perdront tout contact avec l'engin spatial. Et ils font des plans pour gérer cela. Il y aura une dernière transmission de Voyager, un dernier signal envoyé sur Terre avant que l'énergie ne s'épuise. La NASA n'a pas encore décidé ce que cette dernière transmission dira, ou même si elle dira quoi que ce soit. Ce sera peut-être juste un signal porteur, une simple tonalité qui dit « Je suis encore là ». Ou ce sera peut-être quelque chose de plus significatif, un dernier message élaboré par l'équipe de mission. Un au revoir de Voyager à l'espèce qui l'a construite. Quoi qu'il en soit, ce sera un moment de grande importance, la fin de l'une des missions les plus réussies de l'histoire de l'exploration spatiale. Quand ce moment viendra, le réseau de l'espace profond écoutera pendant que le signal de Voyager s'éteindra. Les scientifiques regarderont leurs écrans pendant que les données cesseront d'arriver. Et puis, il y aura le silence. Plus de transmission, plus de données. Juste le faible bourdonnement de fond de l'univers. Et Voyager sera partie, du moins de notre point de vue. Elle sera encore là-bas, se déplaçant encore, portant encore le disque d'or. Mais nous ne pourrons plus l'entendre. Elle sera passée au-delà de notre portée, au-delà de notre capacité à observer ou à communiquer. Elle sera vraiment seule. Revenons une dernière fois à la question centrale. Jusqu'où Voyager peut-elle voyager avant de mourir? La réponse, comme nous l'avons vu, dépend de ce que l'on entend par mourir. Si l'on parle du moment où elle cesse d'envoyer des données scientifiques, cela se produira dans les 5 à 10 prochaines années, à une distance d'environ 24 à 25 milliards de kilomètres de la Terre. Si l'on parle du moment où elle cesse de transmettre tout signal, cela se produira vers 2036, à une distance d'environ 27 à 29 milliards de kilomètres de la Terre. Si l'on parle du moment où elle cesse d'être un objet physique reconnaissable, cela pourrait ne pas se produire avant des milliards ou même des billions d'années, si la désintégration du proton ne se produit pas. Et si l'on parle du moment où elle cessera de bouger, cela n'arrivera jamais. Voyager continuera à dériver dans l'espace essentiellement pour toujours, se déplaçant à 60 et 1000 km/h dans la galaxie, ne se dirigeant vers aucune destination particulière, voyageant sans fin dans le vide. Donc la réponse est à la fois finie et infinie. Voyager mourra dans le sens où elle cessera de fonctionner, de transmettre, d'être utile comme instrument scientifique. Cette mort approche dans les 10 à 20 prochaines années. Mais Voyager vivra aussi pour toujours dans le sens où elle continuera à exister comme objet physique, à se déplacer, à transporter le disque d'or, à être un témoignage de l'espèce qui l'a construite. C'est un paradoxe,
Mais c'est un paradoxe porteur de sens. Voyager est mortel et immortel à la fois. Tout comme nous sommes mortels en tant qu'individus. Nos vies sont brèves, mesurées en décennies. Mais nous sommes aussi immortels dans le sens où nous pouvons créer des choses qui nous survivent. Nous pouvons écrire des livres qui seront lus dans des siècles. Nous pouvons construire des cathédrales comme Notre-Dame à Paris qui se dresseront pendant des millénaires. Nous pouvons envoyer des sondes vers les étoiles qui dériveront pendant des milliards d'années. Nous pouvons laisser une trace. Et voyager est cette trace. C'est notre message vers le futur. Notre preuve que nous étions là, que nous avons existé, que nous nous interrogions et explorions et rêvions. Une dernière pensée. Voyager 1 est actuellement l'objet d'origine humaine le plus éloigné de la Terre, mais elle ne détiendra pas ce record pour toujours. Voyager 2, lancé 16 jours avant. Voyager 1, mais voyageant sur une trajectoire plus lente, est actuellement un peu plus proche de la Terre. Mais Voyager 2 est elle aussi en train de mourir. Son énergie décline au même rythme que celle de Voyager 1. Elle se taira également au milieu des années 2030. Et puis, il y a les autres sondes. Pioneer 10 et Pioneer 11, lancées au début des années 1970, dérivent également dans l'espace interstellaire. Nous avons perdu le contact avec elles il y a des décennies, mais elles sont toujours là-bas, toujours en mouvement. New Horizons, qui a survolé Pluton en 2015, est sur une trajectoire qui l'amènera hors du système solaire. Elle voyage plus vite que Voyager par rapport au Soleil, et elle a encore de l'énergie et communique toujours avec la Terre. Dans quelques milliers d'années, New Horizons dépassera Voyager comme l'objet d'origine humaine le plus éloigné. Et finalement, New Horizons mourra aussi. Son énergie s'épuisera, ses systèmes s'arrêteront, et elle dérivera silencieusement dans l'espace, tout comme Voyager. Et peut-être qu'un jour nous lancerons d'autres missions, des engins spatiaux plus rapides, mieux équipés avec une technologie plus avancée. Peut-être enverrons-nous des sondes vers d'autres étoiles, vers Alpha Centauri ou Proxima Centauri. Peut-être enverrons-nous même des humains un jour. Et peut-être que nos descendants voyageront vers les étoiles. Et dans des dizaines de milliers d'années, ils trouveront Voyager. Ils la reconnaîtront comme un artefact de leur lointain passé, une relique d'une époque où l'humanité commençait à peine à tendre la main vers l'espace. Ils récupéreront le disque d'or et le feront jouer, et ils entendront les sons de la Terre, les salutations en 55 langues, la musique de Beethoven et de Chuck Berry, les sons du tonnerre et des vagues et des chants d'oiseaux. Et ils se souviendront d'où ils viennent. Ils se souviendront de la petite planète qui a donné naissance à leur espèce, la planète qui regardait les étoiles et décidait de tendre la main. C'est l'héritage de Voyager. Pas seulement les données scientifiques qu'elle a collectées, pas seulement les images qu'elle a envoyées, mais le fait qu'elle existe du tout. Le fait que nous l'ayons construite, lancée et envoyée dans un voyage sans fin dans l'inconnu, c'est la vraie réussite. C'est ce qui rend Voyager spécial. C'est la preuve que nous sommes une espèce qui explore, qui questionne, qui atteint au-delà de sa portée. Et c'est quelque chose qui mérite d'être célébré. Nous voici donc à la fin de ce voyage, au moins pour ce soir. Voyager 1 est là dehors en ce moment même, à 24 milliards de kilomètres de la Terre, se déplaçant dans l'espace interstellaire à 60 et 1 000 km par heure. Elle envoie encore des données, bien que ces données soient faibles et de plus en plus faibles. Elle fonctionne à temps emprunté, son énergie diminuant de 4 watts chaque année. Et bientôt, dans les 10 à 20 prochaines années, elle se taira. Elle manquera d'énergie, arrêtera ses systèmes et dérivera dans l'obscurité. Elle parcourra environ 27 à 29 milliards de kilomètres avant de mourir. Une distance énorme à l'échelle humaine, mais infime à l'échelle cosmique. Moins d'un 3/1000 d'une année-lumière, moins d'un 100 millième de la distance jusqu'à l'étoile la plus proche.
mais elle continuera à se déplacer longtemps après sa mort. Longtemps après notre disparition, elle continuera à traverser la galaxie. Dans 40 000 ans, elle passera à 1,6 années-lumière de l'étoile Gliese 445. Dans des milliards d'années, elle dérivera encore, portant toujours le disque d'or, existant toujours comme un témoignage de l'espèce qui l'a construite. Voyager survivra à nos villes, à nos civilisations, à notre espèce entière. Elle survivra à la Terre elle-même. Elle survivra au Soleil. Et ce faisant, elle emportera un morceau de l'humanité dans le futur profond, dans un temps et un lieu que nous pouvons à peine imaginer. Voilà jusqu'où voyager peut voyager avant de mourir. 27 milliards de kilomètres jusqu'à ce que son énergie s'épuise. Des milliards de kilomètres après cela, dérivant pour toujours. Et quelque part entre les deux, elle passera d'un engin spatial fonctionnel à quelque chose d'autre. Une relique, un monument, un message dans une bouteille flottant dans l'océan cosmique. C'est une histoire belle, triste et pleine d'espoir. Et c'est notre histoire. L'histoire de ce que nous pouvons accomplir quand nous osons explorer, quand nous osons rêver, quand nous osons envoyer une petite machine dans l'immensité de l'espace et dire « Voici qui nous sommes, voici ce que nous avons fait. Souviens-toi de nous. » La prochaine fois que vous regarderez le ciel nocturne, prenez un moment pour penser à voyager. Elle est là dehors, en ce moment même, plus loin de la Terre que toute autre chose que nous ayons jamais construit. Elle voyage dans l'obscurité, portant notre message vers les étoiles. Elle est en train de mourir, mais elle vivra aussi pour toujours. Et dans ce paradoxe, il y a quelque chose de profond sur ce que signifie être humain. Continuez à regarder vers le ciel. L'univers est vaste, mais nous en faisons partie. Et voyageur, petite et fragile qu'elle est, prouve que nous pouvons tendre la main et toucher le cosmos. Même si c'est juste pour un instant, même si c'est juste avec une machine, nous pouvons tendre la main. Et c'est quelque chose.